C'est parti pour une nouvelle vidéo sur le stand de TCL et le corner CSOT. CSOT, vous le savez, c'est ceux qui produisent les panneaux et c'est des panneaux TV, mais pas que. Je suis avec Olivier. Salut Olivier. Bonjour David, bonjour à tous. Ah oui, on a changé de jour. C'est pour ça que je leur dis bonjour parce que on va s'intéresser donc maintenant à cette fameuse technologie Inkjet Printed OLED. OLED, on l'a dit en même temps. Exactement. Bon, petite interruption dans cette vidéo, intervention depuis chez moi, comme vous le voyez. Mais vous en faites pas, on va retrouver Olivier pour découvrir juste après les produits IGP OLED, quelques-uns en tout cas de ceux qui étaient exposés sur le stand de TCL CSOT, parce que je vous assure que beaucoup de fréquentation, on a fait ce qu'on a pu. Eh bien, surtout cette intervention pour revenir sur le fait que l'interview d'Olivier, en fait, elle a démarré par une première question où je lui demandais de nous rappeler le principe de fonctionnement de la fabrication, enfin, principe de fabrication de l'IGP. Et dans un contexte de salon, tenu par la disponibilité de chacun, où il faut composer aussi avec le monde qui est autour de nous. Bon, bah, franchement, au moment où j'ai commencé à faire ce montage, je vous cache pas que j'ai trouvé les explications trop succinctes, alors mais coup pas, hein, j'aurais peut-être dû le relancer, prendre moi-même plus la parole, etc. Bref, c'était un peu pas assez clair. Je trouve que c'était un peu trop résumé. Donc si vous savez déjà tout de cette techno, bon bah ou alors tout simplement que vous ne souhaitez pas en savoir plus et ce qui vous intéresse, eh bien c'est les produits tels qu'ils étaient présents et tels qu'ils vont arriver également sur notre marché à plus ou moins long terme, bah vous pouvez passer au chapitre suivant. En revanche, si vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez avoir quelques explications, parce qu'encore une fois, je suis pas expert, je suis pas scientifique, je suis pas chimiste, etc. Bah voilà, vous allez pouvoir, je l'espère en tout cas à la fin de cette partie-là qui va suivre, comprendre en tout cas comment c'est censé être fabriqué. Alors déjà dans sa dénomination, on a plusieurs indices puisque bah, ce Inkjet Printed fait référence à un procédé d'impression par jet, sauf qu'ici l'encre que vous pourriez avoir, l'encre pigmentée que vous pourriez avoir dans votre imprimante A4, eh bien c'est une solution liquide cette fois-ci dans laquelle eh bien le matériau organique électroluminescent a été dilué pour le rendre liquide de façon à l'imprimer. C'est ça qui va permettre de l'imprimer. Quand chez vous, vous mettez votre feuille de papier, pour continuer cette comparaison, dans le bac dédié de votre imprimante, qui va ensuite le transporter dans son chariot pour le soumettre à la tête d'impression, bon, bah là aussi, on peut faire cette comparaison, sauf que il faut plutôt voir l'imprimante comme une espèce de grosse machine industrielle qui est désormais très précise, puisque l'on peut atteindre des hautes densités d'impression pour avoir un niveau d'affichage très détaillé. Et donc, pour y parvenir, bah, là où on imprime sur une feuille de papier à la maison, on va ici, en fait, utiliser un substrat qui est d'ailleurs recouvert d'un traitement hydrophobique. Et c'est sur ce substrat que l'on va voir, avec cette particularité, donc, que l'on va voir des micro-cavités qui sont aussi appelées des puits. Et c'est la taille de ces espaces, donc de ces puits, qui a notamment évolué dans leur taille, mais aussi dans leur proximité. C'est ça qui va permettre d'atteindre donc cette précision. Naturellement que la logique de la tête d'impression également et la gouttelette est très importante, mais je vais y revenir. Mais c'est notamment ces espaces désormais extrêmement resserrés qui permettent d'atteindre donc ce haut niveau de reproduction d'images, cette haute densité de pixels. Comme vous le voyez, à la manière d'ailleurs de la structure d'une dalle LCD de type VA, comme je peux vous les montrer parfois avec dans mes tests avec la représentation sur mon microscope, voilà, je vous filme, vous voyez bien la matrice VA par exemple, eh bien on voit qu'ici la forme elle est plutôt rectangulaire et donc désormais très resserrée, et c'est le bénéfice de ce process de fabrication qui réside vraiment dans la possibilité de remplir en un seul passage toutes ces cavités RGB les unes aux côtés des autres et les unes après les autres sans perte de matière. C'est le point qui est extrêmement important, sans perte de matière, ou en tout cas une perte de matière que j'imagine vraiment très infime, ou en tout cas très réduite par rapport au process de fabrication OLED. Oui, parce que c'est la grosse différence avec ce process de l'OLED conventionnel, j'entends, que vous avez dans votre téléviseur, pour lequel on évoque souvent une méthode de conception par évaporation, car c'est en fait un gaz contenant la matière OLED qui est diffusée pour se déposer sur le substrat, sur ce qui va l'accueillir ensuite. Alors, attends, je vais revenir ensuite sur les différentes couches, qui va ensuite passer cette matière sous la forme d'évaporation au travers d'un masque. Ce masque, il faut l'imaginer comme une grille qui va représenter la disposition des sous-pixels de couleur.
Donc on a le spray qui est assez largement diffusé, qui provoque donc de la perte cette fois-ci un petit peu partout, parce que le spray il est diffusé, on a le masque qui laisse passer la matière quand c'est pour du rouge, du vert et du bleu, sauf que quand on a l'évaporation et que ça passe au travers de ces trous, c'est ok quand ça passe au travers des trous, mais il y a de la matière forcément qui se dépose sur la grille elle-même. Quand on a notre layer qui accueille le composant qui a recours à ce masque pour le rouge, le vert et le bleu, et bien du coup là on a de la perte de matière qui reste sur le masque. C'est encore, si je devais juste, je pense que vous l'avez compris, si je devais juste refaire le parallèle, imaginez, vous êtes en train de faire de la peinture chez vous, vous avez deux couleurs que vous souhaitez séparer. On va prendre donc par exemple l'exemple d'un mur rouge et d'un mur vert, comme c'est élégant, si on est portugais ça peut le faire. Eh bien vous avez tout simplement, vous allez mettre votre scotch de peintre et puis vous allez peindre la première couleur, vous mettez le scotch et puis vous allez peindre la seconde. Eh bien cette peinture qui va déborder sur le scotch, eh bien ce sera tout simplement perdu. Et ça, il faut l'imaginer à la fois pour le vert, à la fois pour le rouge et à la fois pour le bleu. Il y a un autre élément, et encore une fois, j'insiste, je ne suis absolument pas expert scientifique, chimiste, etc. Mais en tout cas, depuis longtemps, il semble quand même qu'il est évoqué que l'OLED, de base, on entend que j'ai évoqué juste avant, eh bien, il semble que dans sa fabrication, demande un environnement extrêmement maîtrisé et très coûteux à produire, justement pour que ce process de dépôt par évaporation se passe bien. Alors, parce que oui, naturellement, il ne faut pas qu'il y ait de parasites qui s'intègrent dans tout ça. Et là, où l'IGP, eh bien lui, visiblement, serait, donc et d'ailleurs cette technologie qui est une technologie dite additive, eh bien serait moins contraignante et plus tolérante dans son atmosphère de fabrication. Et donc du coup, c'est moins coûteux aussi à produire, à créer, tout simplement. Donc moins de perte de matière et un environnement moins coûteux à produire pour tout simplement imprimer ces grandes plaques qui vont ensuite être découpées, etc. Mais ça, c'est le concept de fabrication, enfin c'est l'étape finale de fabrication pour toutes les technos. Certaines choses que j'ai pu voir d'ailleurs évoquent une augmentation de l'efficacité lumineuse de 1,5 fois par rapport au procédé classique pour le LED, une réduction des coûts de fabrication de l'ordre de 20% et une réduction de temps de développement de l'ordre de 30%. Donc tout ça mis bout à bout, vous voyez qu'on est quand même sur une somme d'arguments en faveur de cette techno qui ne sont pas négligeables. Alors attention, ce ne sont pas là des chiffres que j'ai moi obtenus en direct de la part de TCL CSOT, c'est des petites choses qui là encore remontent en fonction des différentes choses que j'ai pu lire, différentes interviews que j'ai pu voir, différentes prises de parole que j'ai pu collecter ces quelques chiffres. Bon, on va mettre ça entre parenthèses et on va revenir aussi sur une autre des difficultés techniques que j'avais pu suivre cette fois-ci pour la fabrication du printed OLED. Eh bien, c'est que j'ai évoqué cette logique de densité qui était le challenge à relever et qui l'est sans doute encore aujourd'hui, mais sur les petites tailles d'écran, on voit qu'ils parviennent à créer des choses avec de très haute résolution. Donc c'est là que je me dis que ce qui potentiellement devait retarder l'industrialisation de ce truc-là, visiblement aujourd'hui c'est un frein qui est levé. C'est réglé et on peut d'ailleurs l'apprécier ce truc-là parce que sur le stand de TCL CSOT à Las Vegas, je regrette de pas m'y être un petit peu plus attardé, mais on avait des smartphones avec une très haute densité de points par pouce dans leur système d'affichage. Et comme on va le voir avec Olivier, on reste cependant sur une techno qui s'adresse pour l'instant à une utilisation sur des smartphones, des tablettes ou encore des moniteurs. CSOT, dans une interview que j'ai vue à la Display Week, parce que c'est un événement auquel j'adorerais assister, la Display Week, parce que pour le coup, là on a vraiment des gens de chez CSOT qui sont totalement disposés à parler, ce qui n'est pas toujours le cas quand moi je peux les croiser à l'IFA. Je crois que vous avez même vu sur certains lives à l'IFA où j'essaye de leur parler et en fait ils répondent pas du tout. Là c'est peut-être ça qui, de manière un peu inconsciente, a fait que je suis presque passé à côté en me disant ouais j'en discuterai avec Olivier. C'est un petit peu dommage, je le regrette, mais bon en tout cas dans ces interviews là sur la Display Week, CSOT est là, BOE est là, j'adorerais y assister comme je le disais, mais c'est un truc qui se passe à Los Angeles de mémoire. Eh bien, eux disent que sur des lignes de fabrication type Gen 8, eh bien, ils pourraient imprimer des panneaux qui iraient jusqu'à du 110 pouces. En matière de densité de pixels, si j'ai bien compris, ils parlent de 4K, mais ils parlent aussi de résolution supérieure. Donc ça, il va falloir suivre. De toute façon, encore une fois, on va le voir avec Olivier, c'est pas pour demain qu'on va le retrouver sur nos téléviseurs. La deuxième chose que je voulais également évoquer ici sur la partie
contrainte, en tout cas ce qui en était, eh bien c'est que ces micro-gouttelettes d'OLED qui sont déposées dans ces petites cavités que j'ai évoquées, eh bien elles doivent l'être dans une forme d'uniformité impeccable, sans défaut de matière, mais aussi sans que la matière ne déborde, si je devais dire ça un petit peu grossièrement, sur la couleur d'à côté. Et c'est pour ça aussi que l'on peut voir dans la petite vidéo là qu'on est sur des micro-gouttelettes qui font, attention, 10 puissance moins 9 millilitres. On est au niveau, là encore, de ce que j'ai pu voir, du micromètre en matière de précision. Une fois que l'on a le process de fabrication qui consiste à utiliser ce matériau OLED qu'on a mis dans un état liquide pour pouvoir l'imprimer en l'injectant dans les cavités, et bien ensuite il faut lui faire retrouver son état solide pour ses propriétés de diode organique électroluminescente qu'on va ensuite alimenter pour l'éclairer. Et bien là ça passe par un procédé de séchage sous vide durant lequel d'ailleurs va s'évaporer le solvant. Et dans tout ce process, et de ce process de l'IGP mais des autres technologies d'affichage, dans ce sandwich de couches que va constituer ensuite, eh bien que vont constituer ensuite ces petits panneaux de printed OLED, eh bien vous doutez que, là où je disais qu'il manque encore des éléments, il y a toute la partie qui consiste à alimenter, donc l'anode, la cathode, le backplate, les matériaux qui sont utilisés, etc. Et donc chez TCL CSOT, on parle d'oxyde, visiblement la partie anode en partie basse du layer, et la cathode visiblement elle est illustrée comme étant en partie haute, donc avec également un film de transfert. Donc voilà, on a toute cette alimentation. Vous avez sans doute entendu parler du fameux TFT pour Thin Film Transistor ou transistor en couche mince, qui est en fait un film nanométrique tout simplement qui lui intègre des semi-conducteurs qui vont permettre d'alimenter les diodes. Pour ces raisons de performance, l'oxyde ferait partie des matériaux qui est évoqué chez CSOT. Et puis du coup, on a là-dedans, sans doute en plus peut-être d'autres couches, mais parce qu'on a vu qu'il y avait les couches hydrophobiques également. Et puis on a ensuite, avec anode et cathode, on a les deux polarités qui nous permettent tout simplement d'alimenter ces diodes OLED. Il y a en revanche un truc que j'ignore, et là encore, gros regret de ma part de ne pas avoir pu discuter avec les gens de chez CSOT. Encore une fois, je ne sais absolument pas s'ils m'auraient répondu pour autant. C'est que j'ignore la nature du matériau utilisé, c'est-à-dire est-ce que, comme pour le White OLED Gen 4 par exemple, dont je vous ai parlé, là je vous ramène à fin 2024, début 2025, lorsque LG Display a commencé à causer des dalles White OLED de 4e génération. Il y a d'ailleurs eu une grosse confusion, des choses qui pourtant avaient été dites par Panasonic, que j'ai repris, qui ont ensuite été contredites par LG Display, qui n'ont absolument pas été commentées par LG Electronics. Bref, il y a des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, c'est genre les 5 choses à savoir sur la dalle White OLED de 4e génération. Bref, dans ces vidéos, je vous évoquais notamment la nature des émetteurs, que l'on sait désormais un rouge, un vert et 2 bleus. Et on sait que le rouge et le vert sont dits phosphorescents et que le bleu est lui fluorescent. Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué de ce côté-là. Mais il y a un acteur qui travaille dans l'ombre, et pas du tout dans l'ombre en fait, mais il y a un acteur dont on se parle également, c'est Universal Display Corporation, qui lui détient la partie brevet pour le FOLED. Cette fois-ci, eh bien, c'est justement l'OLED à l'état ultime, à savoir que l'on aurait donc tous les émetteurs phosphorescent, et encore une fois, je n'ai pas l'impression que l'arrivée du bleu phosphorescent se soit réalisée. UDC qui nous rappelle d'ailleurs que lorsque l'on a un matériau OLED fluorescent, qu'on l'alimente, eh bien on a 25% de l'énergie qui sert à produire de la lumière et 75% qui part en chaleur, là où le matériau phosphorescent transmet 100% et donc que l'on a pas de perte, d'où, vous l'imaginez, l'attente énorme qu'il peut y avoir sur cette technologie OLED qui intégrerait toutes ces couches, y compris le bleu, en phosphorescent. On a vu qu'il y a eu différentes tentatives, différentes expériences, enfin différentes, non pas des expériences, mais en tout cas différents procédés sur la technologie White OLED classique, l'appel à ces fameuses micro-lentilles qui servaient également à booster la luminosité, et dans cette dernière version OLED Gen 4, eh bien on a cette fois-ci 2 couches de bleu. Bon, c'est un détail, pour l'instant, d'une certaine manière, qui m'échappe, parce qu'en plus c'est peut-être toute autre chose, parce que je vous ai parlé ici de UDC pour évoquer cette partie phosphorescent, parce que c'est un des acteurs qui revient
bien régulièrement. Mais en fait, il pourrait tout simplement s'agir ici dans la fourniture, dans le fournisseur de matériaux OLED, Sumitomo Chemical, qui semble être d'ailleurs le fournisseur principal d'OLED, y compris historiquement pour ces entreprises japonaises qui avaient travaillé sur le fameux JOLED. Alors tout ça, ça s'est arrêté, mais c'était déjà les prémices du travail pour arriver à produire ces fameux écrans printed OLED. Donc voilà, des regrets pour ma part, et puis certaines suppositions, et puis peut-être une interprétation, parce que j'ai aussi vu des interviews de porte-parole de chez CSOT qui évoquent aussi que dans la technologie aujourd'hui printed OLED telle qu'elle existe actuellement, eh bien que justement on a une portion de bleu qui est légèrement différente par rapport au rouge et au vert, justement pour maintenir le même niveau d'efficacité de cette couleur-là dans la conception de la structure, pour une meilleure résistance à la dégradation et puis un meilleur maintien dans le temps du niveau de la luminosité. Donc du coup, ce qui me laisse penser que l'on est rouge, vert, phosphorescent, bleu, fluorescent, dans les trois couleurs qui sont ici imprimées. Puis des incertitudes, j'en ai d'autres concernant cette technologie, au-delà de ces matériaux, parce que si ça se trouve, je vous ai parlé de fluorescent pour le bleu, phosphorescent pour le rouge et le vert, parce que c'est ce qui est désormais utilisé depuis longtemps sur les téléviseurs OLED, mais si ça se trouve, on est sur autre chose. Les trois pourraient être fluorescents, mais moi j'évoque cette composition-là parce que c'est aujourd'hui ce qui existe sur l'OLED, ce qui offre le meilleur niveau de luminosité pour l'instant, le phosphorescent et ces deux couches de bleu en fluo. Et en tout cas, l'autre point également sur lequel je m'interroge, c'est la logique de luminosité, parce que on sait qu'actuellement, sur le procédé de conception des TV, de fabrication des TV OLED, même si on est sur cette logique d'évaporation, eh bien on peut empiler les couches pour atteindre aujourd'hui notamment le niveau de luminosité que l'on a sur nos téléviseurs pour pour répondre aux besoins du monde de la TV. Donc les pics de luminosité, les contenus HDR, la lecture de contenus multimédia. Je pense que c'est aussi pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui le printed OLED se focalise sur des produits de petit format pour la IT, comme on dit, smartphone, tablette, moniteur, écran de laptop, etc., plus que pour les produits consacrés à la vidéo, parce que il me semble bien que pour l'instant, cette technologie ne permet pas la superposition de couches. Cette technologie printed OLED ne permet pas la superposition de couches. Mais c'est peut-être le cas, là encore. C'est des choses que, si j'avais eu la présence d'esprit de le faire sur le vif avec CSOT, je le regretterais pas là, maintenant, au moment où je vous parle. De son côté, vous allez l'entendre, je crois, mais Olivier me disait qu'en matière d'efficacité, comprenez luminosité, colorimétrie, etc., qu'on serait sur quelque chose proche de la technologie QD-OLED. Bon, voilà, est-ce que réellement c'est le cas ou non? C'est quand même assez difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que la précision, elle est assurément là aujourd'hui. La partie logique, fluidité, etc., ça pourrait tout à fait convenir à du gaming. D'ailleurs, il y a quand même eu certaines annonces qui ont été faites. Et puis surtout, on va aller retrouver Olivier maintenant, et puis vous allez, je pense, m'entendre m'émerveiller, ou en tout cas être assez impressionné. Je crois que je me prends une petite claque en face d'un moniteur. Et donc ici on montre plusieurs applications liées à ce inkjet printed OLED. Une application possible, c'est le fait d'être pliable ou dépliable. Donc là, on a un inkjet printed OLED qui est à la fois un moniteur 28 pouces, mais qui peut aussi, quand je le plie et je le déplie, être une tablette à droite, une autre tablette à gauche, un moniteur au centre, ou devenir un grand moniteur. Donc j'ai un triple écran. Ce produit, il est hyper fin. Ouais, on sent que tu le manipules encore avec précaution, oui, mais je fais attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui le manipulent ici sur le salon. Bien sûr. Et là, on voit donc en position fermée ce que ça donne. Quand je l'ouvre, j'ai un grand moniteur. Ouais, c'est quand même une sacrée finesse aussi. C'est assez fin. C'est une des applications possibles. Une autre application possible, en termes de production, ça c'est également en cours. On voit que c'est un 21.6 qui est déjà en masse production. Simplement ici, il n'y a pas encore de clients. Cette technologie est tellement fine qu'on arrive à faire passer du son à travers. Et là, c'est ce qu'on montre. Ah oui. On montre une échographie et on entend les battements du cœur du bébé à travers l'écran. Ça veut dire qu'il y a des applications médicales aussi possibles. D'ailleurs, TCL CSOT, là, c'est vraiment sous une application médicale parce que autant je sais que vous faites de la clim, etc. Oui. Vous êtes aussi dans le médical. Non, on ne vend pas d'appareils médicaux, mais on fournit
des écrans Ok. pour les appareils médicaux. Ok, donc ça c'est pas un matériel qui, enfin c'est pas un produit qui existe dans lequel vous Non, avez mis on un démontre- IJP. On démontre un use case. Là, on est sur un vrai inkjet printed OLED. Oh là, celui-là il déchire en piqué. Hein. Donc c'est un 27 pouces. Et on voit que pour une qualité moniteur, on s'approche vraiment du QD OLED. Ok. Là, on est rentré en masse production. C'est ce qui est indiqué ici. Ouais. On a construit une ligne qui s'appelle une ligne 8.6, de génération 8.6, où on imprime ces produits. Et les premières livraisons vers les clients, donc les clients moniteurs ou les Oui. clients ordinateurs, On se parle pas du client final là, on se parle des clients de TCL CSOT. c'est ça, qui vont fabriquer, eux, des moniteurs, Ok. ou qui vont fabriquer les ordinateurs. Et bien, on va commencer à livrer ces clients-là en Q2 2027. Ah ouais, donc on a encore beaucoup de temps On a avant encore une année Ouais. avant de livrer les premiers clients. Ok. Et ensuite, Parce qu'en fait cette first gen 8.6, cette ligne de prod, elle vient vous venez de la mettre en place et du coup ça prend une année quand même. en général, on met entre 1 an et 1 an et demi à construire la ligne de production Ok. et à la rendre opérationnelle. Au début, cette ligne de production, elle fabrique des petites quantités qu'on appelle des prototypes. Ouais. Et il faut encore 6 mois à peu près pour passer en phase de masse production. Celui-là il est très très beau. Oh là là. Celui-ci est pas mal, il y a la finesse, le fait qu'on va de plus en plus éliminer les bords. Je sais pas si les messieurs qui nous surveillent accepteraient qu'on le tourne un petit peu, mais oh, si c'est toi qui le fais. Je pense que je peux. Sinon, Je pense que j'ai le droit. sinon, Can I touch it and turn it a little bit? Oh là là. Ok. Ici, on voit la finesse par rapport Ouais. à mon doigt. Oui, en fait, la partie connectivité est dans le pied et on a donc juste ici ce qui doit servir à alimenter en fait le substrat qui accueille. Alors, l'idée ici, c'était pas de montrer le design du moniteur. hein. oui, bien sûr, je c'est comprends. c'est un Mais ça, exemple. ça montre quand même des trucs. Bon, oui, parce que c'est presque. Enfin, on voit bien, il y a pas de. C'est Voilà. presque industriel pour la colonne. Il y a la vis qui est Exactement. apparente, etc. Mais Exactement. ouais, l'image. Ouh là là, vas-y, remets le. Mais c'est pour mettre un exemple. À la fin, quand on va livrer cet écran, 27 pouces, à des fabricants de moniteurs ou d'ordinateurs, ils auront tout à fait le droit de renommer cette technologie Ouais. selon leur gamme, selon leur marketing. Oui, moi je sais que toi tu te permettras pas de le dire, mais moi je me permets. Quand TCL CSOT livre du LCD mini LED à Samsung par exemple, il le renomme Neo QLED. Bon voilà, c'est le genre. Ça arrive, ce genre de choses. Ça arrive. Il est bluffant, il est épatant. C'est quoi? C'est un 4K. C'est un 4K. C'est waouh. Franchement, je m'émerveille assez rarement devant le moniteur, mais là waouh. On est sur une qualité QD OLED. Et intrinsèquement, cette technologie, elle a besoin de moins d'électricité pour s'illuminer. Donc il y a aussi, comme on travaille au niveau du pixel, c'est très très bon pour la consommation. Mais les phosphores n'ont pas besoin de beaucoup de courant électrique pour s'activer. Et donc, par rapport à un OLED traditionnel, un QD OLED ou un White OLED, on a entre 20 et 25% d'économie d'énergie. Et Ok. ça va être important quand on va grimper sur des 65, 75, 85. Alors justement, on va aller découvrir un autre produit, mais cette partie 65, cette partie de TV chez vous, vous en êtes où? La partie TV, on continue à montrer des prototypes de 65 pouces, 75 aussi dans des salons, donc des prototypes tels que celui-ci. Et on se parle d'une grosse année, un an et demi, 2 ans derrière la partie moniteur. Ok. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on rentrait en Q2 2020, on livre les premiers moniteurs en Q2 2027, eh bien, la partie télé, Oui. on va s'en parler au CES Las Vegas 2027. 2027. Dans un an. Voir des choses atterrir en Dans un an, quand on se revoit, Ouais. quand on se parlera, eh bien, on annoncera des dates possibles pour les téléviseurs. Ok, super. Bah écoute Olivier, je vais te suivre. On va aller se rendre sur un autre corner. Ouais. Et clairement, hop, regarde, hop, on va le faire en live. Voilà, on va aller découvrir une autre techno, cette fois, enfin la même techno pour un autre usage. Alors, elle est très demandée, cette techno. J'espère qu'on va pouvoir Ah oui, accéder c'est dans le coin. On va essayer. On va voir si on arrive à s'insérer Ouais. dans le flow. Et je vais essayer de montrer la démo d'un Ninja Pretty OLED étirable. D'accord. Là, je vais en position Oh oui, il est en train de s'étirer. full. Ok. Donc là,
quand il va être au max, dans 2-3 secondes, voilà. Là, il est au maximum, donc on va le faire se replier, d'accord? Ok. Et puis ensuite, quand je rappuie sur un bouton, on va voir que l'écran se replie en position 2. Et quand je rappuie à nouveau, on voit que l'écran se met en position 4K. Ok, donc c'est vraiment étirable. Hein. Il y a pas, c'est pas du rollable. Hein. On n'a pas un reste de matière qui. On voit bien que ça ne change absolument rien à l'épaisseur. Ouais. Donc il n'y a pas du tout de rollable. C'est la première fois qu'on montre un écran étirable. Et donc sur cette console. Sans impact sur le contraste. Le seul impact, c'est la résolution, parce que le nombre de pixels on peut pas rajouter des pixels comme ça. Et donc, l'autre avantage, c'est que cette technologie, elle peut très très bien réagir à la luminosité ambiante. Mode nuit, mode jour, l'écran va s'adapter automatiquement de manière à fournir un confort de conduite, un confort d'interface. D'autres exemples, c'est ici, par exemple, je peux changer mon écran. Et là, le concept est légèrement différent. Je peux pas le montrer ici tout de suite, mais quand j'éteins cet écran, Oui. il est très très faiblement alimenté. Ouais. Et tu peux, Et il peut imiter la texture du cuir, la texture de l'alcantara ou du bois. Et quand j'allume ton véhicule. ma voiture le matin, quand je la démarre, eh bien, j'ai l'écran qui s'active. Et on voit que la matière, elle est souple et elle peut même avoir différents types de finishing. Là, elle est glossy, mais on peut imaginer une version beaucoup plus mate. Oui. Alors c'est pas, c'est effectivement pour l'instant à l'état de proto, mais ce qu'il faut peut-être préciser ici à ceux qui nous regardent, c'est que vous êtes, enfin TCL CSOT est déjà dans l'automotive depuis longtemps avec des partenaires allemands, premium, etc. Je sais pas si vous... Alors il y a une chose qu'on montre aussi là-bas sur un véhicule, c'est qu'on a TCL et BMW ont un joint venture, non seulement pour développer ce type d'écran, mais aussi pour développer ce qu'on appelle les operating systems open source. On a créé une joint venture, BMW et TCL ensemble. On développe des logiciels open source sur lesquels nos clients, type Audi, Mercedes, Volvo et autres, vont greffer leur propre système. Ok. Donc on livre clé en main des écrans, mais accompagnés d'un operating system. Ce qu'on voit ici, c'est légèrement différent. Je vais essayer de me mettre en face. Ce qu'on voit légèrement, oui, d'accord. Si tu arrives à voir la caméra, le mur Bugatti là-bas, Ouais. Alors attends. eh bien on voit qu'il y a un écran micro LED Ouais. qui par projection, mais on pourrait très bien imaginer cet écran micro LED à l'intérieur du pare-brise aussi. Oui, parce que c'est un matériau qui peut être transparent, comme on Voilà. voit On a effectivement. déjà fait des micro LED. Je suis dans 5-10 minutes. Ah, pardon pour l'interruption. Non, mais pas de souci. On est dans les conditions du réel. Exactement. Bah, on sait que tu as des rendez-vous et puis alors ouais, c'est assez impressionnant. Donc on a effectivement, je pense qu'on le voit bien, on a effectivement une flèche de guidage et une superposition en réalité augmentée du guidage. Alors c'est de la démo, ça va assez vite. Et là je sais pas, ah oui c'est quelqu'un qui est en train de toucher parce qu'il y a des changements de couleur. Ouais. Mais effectivement du coup ça pourrait laisser supposer qu'on peut faire plein de choses, faire varier l'éclairage ambiant en fonction du mode de conduite, etc. Donc c'est assez intéressant. C'est deux technos différentes. Hein. Là on est bien sur de l'Inkjet Printed OLED Oui. qui permet d'étirer. Là lorsqu'on est sur du micro LED, Ah oui pardon, on est sur du micro LED. sur du micro LED, on peut pas étirer, mais on peut faire du transparent. On peut faire du transparent et on peut l'insérer dans une très fine couche. Ok, oui c'est ça. Ok, oui parce que micro LED bien entendu c'est aussi quelque chose. On a des lunettes par exemple avec des micro LED aujourd'hui. Ah les Rayneo qui sont là c'est. C'est du micro LED. Ok, d'accord, parce que justement, je les ai testés assez brièvement et j'ai été assez impressionné par la qualité du truc. Allez, je fais une dernière image ici et puis bon, on va. Est-ce qu'on a un autre spot à aller voir ou On peut se parler des téléviseurs lifestyle si tu veux. Allez, vas-y rapidement. Ok. On va se le faire. Il y aura peut-être tout autant de monde. On va voir sur On va place. voir. Ah bah là, c'est le C'est cockpit. l'operating system. C'est l'operating system et la joint venture avec BMW. On montre plusieurs choses. Ici, les gens parlent directement à leur voiture. Il y a des microphones intégrés dans le cockpit. On aperçoit au-dessus de la tête de la dame. Et ici, vous avez 1, 2, 3 microphones. Et vous pouvez parler directement. On l'a testé hier, ça marche assez bien. Et puis aussi, on a commencé à livrer à certains clients. Ici, on livre carrément des accessoires
qui peuvent être un écran dans la voiture, mais j'ai la possibilité de l'enlever. Alors, il se soulève. Mais ça se soulève. Et quand il se soulève, je peux, effectivement, ça devient mon téléphone portable. Ok. Ça devient mon téléphone portable à la maison. Et quand j'arrive dans la voiture, ça me permet de contrôler Multimédia, l'environnement, le réglage des sièges, on peut envisager plein de choses. Exactement. Oui, bien sûr. Ok. Ok. C'est une joint venture qui s'appelle Designworks. C'est une entreprise qui fait partie de BMW, qui collabore avec TCL sur cet operating system. Ok. Avec le 8, je me demandais ce que c'était. C'est Autorobot. C'est un espèce de petit assistant. C'est lui qui incarne l'assistant dans la voiture. Oui, c'est une manière de visualiser. Ouais, tout simplement. Parce qu'il pourrait être invisible. Oui, bien sûr. Ça pourrait être il reprend le même design que le robot Amy. Ouais. Voilà. Ok. Alors donc oui, on a des produits lifestyle, on en expose plusieurs sortes. Vas-y. On est toujours en Oui, ça enregistre toujours. On se le fait en mode. Ici. Se le fait vraiment en mode visite. Ok. Bienvenue dans le salon, dans la partie salon. Et on a une partie galerie. Ici. Donc pour l'année prochaine, pour cette année, 2026, Oui. il y a plusieurs choses à annoncer sur la partie Next Vision. Je sais que tu as vu un communiqué de presse, mais je vais t'en dire un peu plus, ou beaucoup plus que ce communiqué de presse. La première chose, c'est que la gamme Next Vision, elle va être étendue. Aujourd'hui, il y avait une ligne de produits qui s'appelait A300 Pro. Eh bien, en 2026, il y aura au minimum 2 à 3 lignes de produits. Une version flagship, une version premium et une version plus abordable. Ok. La version premium, elle est ici. C'est ce qu'on va appeler le A400 Pro. Et on va faire plusieurs choses, plusieurs avancées importantes. Vous verrez qu'on va utiliser une dalle pour la première fois chez TCL, complètement mat. Oui, c'est pas juste un filtre. C'est pas un filtre, c'est complètement mat. Le souci des dalles mat, l'avantage, c'est l'avantage plutôt qu'un souci. Ce qu'on voit très bien ici, c'est qu'une dalle mat va atteindre cet effet de peinture puisque ça absorbe la lumière, ça ne reflète pas. Donc c'est très adapté quand vous voulez faire un cadre pour la peinture ou vous avez une photo pour la photographie, c'est très adapté. Par contre, ce qu'on voit, la discussion qu'on voit tous les jours en France, en Europe, quand on fait des tests, c'est qu'une dalle mat, quand vous l'éteignez ou quand vous avez du noir, parfois le noir vous semble un peu gris, un peu délavé. Et donc, on a voulu faire un mini LED. Donc là, la deuxième annonce, c'est que pour contrecarrer, parce qu'on veut aussi un téléviseur avec une superbe qualité d'image. C'est aussi un téléviseur, c'est pas seulement un objet de déco. Ok. Donc en fait, quand on marie la dalle mat avec du mini LED, on atteint l'effet mat recherché, mais on garde un noir hyper profond. J'ai une dernière bonne nouvelle pour ceux qui le demandent. Ok. Il y aura énormément de taille d'écran. D'accord. On en reparlera au moment du lancement. Ça va être sur des mais tarifs... ça va aller du 32 pouces au 98 pouces. En exclusivité mondiale, je pense que je suis le premier. Exclusivité mondiale. Je pense que David a cette info. J'ose pas tourner la caméra vers le monsieur qui valide ou pas. Celui qui dit attends. Vous l'avez vu, il s'est dit est-ce que j'en dis pas encore un petit peu trop de bon matin. Bon, voilà, c'en est terminé pour cette autre vidéo. On est parti de Linkjet Printed OLED. On a carrément refait un tour de stand. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Bon salon. Et puis on se retrouve à Paris aux alentours du mois de mars. Et puis je vais continuer de le cuisiner parce qu'il m'a dit un truc sur le RGB mini LED. Ouais, on en a 3 fois 2, machin. Ouais, ok. On va y revenir à ce truc-là. Je veux le décortiquer. On va y revenir en mars. Ouais, en mars. Peut-être avant même. Et puis tu m'as dit qu'il allait avoir des démonstrations. Tu m'as dit que vous auriez des démos pour démontrer je sais plus quoi. Ça y est, j'ai oublié. C'est pas là tu essaies d'avoir des informations de dernière minute, mais je répondrai en mars. Ok. Tant pis. Allez, ciao tout le monde. Au revoir.